Bonjour les SVT1, donc voilà pour cette dernière vidéo de cours à regarder pendant les vacances qui va traiter du dernier chapitre de biologie végétale de l'année sur la domestication des plantes. Donc vous avez besoin en parallèle de cette vidéo du polycopier de cours que je vous ai distribué pendant le DS, le polycopier recto verso, à compléter pendant la vidéo, donc sous forme un peu prise de notes. Je ne vais pas préciser les moments où il faut exactement compléter ce qu'il faut dire. Donc je vous conseille d'avoir parcouru rapidement en 5 minutes avant de commencer la vidéo, d'avoir lu rapidement le polycopier, et puis avec les informations que je vais vous délivrer pendant la vidéo, de le compléter au fur et à mesure. Vous pouvez bien sûr faire pause à n'importe quel moment s'il y a besoin de compléter des schémas ou de rajouter des éléments sur votre polycopier. Donc on va commencer avec une introduction, et pour démarrer et entrer dans ce chapitre, on va observer ce graphique qui représente l'évolution de la population mondiale, de la production céréalière mondiale et de la surface agricole mondiale depuis 1960. L'unité en ordonnée, c'est ce qu'on appelle l'indice 1960. En fait, on prend comme valeur 100 les valeurs de population mondiale, de production céréalière mondiale et de surface agricole mondiale en 1960. Donc par exemple, on voit que la population mondiale, entre 1960 et 2008, on voit que l'indice 1960 a quasiment doublé, voire plus, a plus que doublé. On est passé de 100 à 220. Donc ça signifie que depuis 1960 jusqu'en 2008, la population mondiale a plus que doublé. D'accord? Donc on est passé de 100 à 220, donc ça signifie qu'on a un facteur 2. Donc de la même manière, on peut dire que la population mondiale a plus que doublé. La production céréalière mondiale entre 1960 et 2008, elle a quasiment triplé. On est passé de 100 à quasiment 280. Et en parallèle, la superficie agricole mondiale, elle, a très peu évolué, elle a légèrement augmenté, mais pas du tout dans les mêmes proportions que la production céréalière. Donc ce graphique, comment peut-on l'interpréter? La première chose, c'est que si on augmente la production sans augmenter la surface agricole, ça veut dire que les rendements ont augmenté. Ça veut dire que chaque champ produit davantage aujourd'hui qu'il ne produisait en 1960. Donc ça implique qu'il y a eu des techniques qui ont permis d'augmenter le rendement des plants agricoles, peut-être de nouvelles variétés, peut-être une meilleure défense vis-à-vis des parasites. Enfin, on va voir ça ensemble, qu'il y a effectivement eu des mécanismes qui ont permis d'améliorer ce rendement agricole. Et en parallèle, l'augmentation de la démographie mondiale implique quoi? En fait, nous interroge sur le fait que les besoins alimentaires sont grandissants. Et donc cette augmentation des rendements agricoles, elle vient aussi répondre à un besoin alimentaire croissant. L'exemple qui est pris ici de la production céréalière, il est intéressant. Pourquoi? Puisque les céréales sont à la base de nombreuses alimentations. Pour information, le riz est une céréale, le blé est une céréale, l'orge est une céréale. Et ces céréales, en fait, elles sont à la fois à la base de l'alimentation de nombreux humains, de plus de la moitié de la population mondiale, mais également elles permettent de nourrir le bétail, et donc indirectement, cette production céréalière, elle nous informe aussi sur l'importance, l'évolution de l'élevage. Donc, comment ces rendements agricoles ont pu être augmentés sans qu'on augmente la superficie? C'est lié en partie au mécanisme de domestication. Donc la domestication, elle désigne le fait que des plantes soient sélectionnées par l'humain lorsqu'elles présentent des caractères intéressants. Donc sélectionnées par l'humain et ou modifiées génétiquement. Donc ça, c'est des techniques qui sont apparues depuis qu'on connaît l'ADN et qu'on arrive à le modifier. Mais ça désigne ce phénomène de sélection de plants qui ont des caractères intéressants pour l'humain, ou de modification génétique de sorte que les spécimens présentent des caractéristiques intéressantes pour l'humain. C'est une vision vraiment anthropocentrée, centrée sur l'humain, d'accord? Donc la domestication des plantes qu'on va voir dans ce chapitre, il ne faut pas penser que c'est différent. En fait, c'est très semblable du point de vue de la définition à la domestication animale qui a aussi été opérée depuis le néolithique, d'accord? Donc l'humain a domestiqué également certaines espèces animales, comme le loup sauvage qui aujourd'hui a donné le chien domestique, ou le chat sauvage qui aujourd'hui a donné le chat domestique. Donc c'est toujours cette idée que l'humain sélectionne des spécimens et les fait proliférer, des spécimens qui ont des caractéristiques intéressantes pour lui.
Donc l'augmentation de la productivité agricole, elle repose notamment sur l'utilisation de semences, donc de graines de ces plantes domestiquées. Donc la problématique de ce chapitre, ça va être qu'est-ce que la domestication des plantes et comment son perfectionnement a-t-il permis d'augmenter les rendements agricoles. Donc l'origine de la domestication, elle est néolithique. Donc ça fait à peu près 10 000 ans que l'humain est capable de sélectionner des plantes, en fait, depuis l'apparition de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Donc là, vous avez un exemple de comment on a eu la preuve de cette affirmation. En fait, on a retrouvé, les archéologues ont retrouvé des meules en pierre qui sont datées de 6 000 ans. La meule qui permet de moudre, de broyer les grains de maïs, les grains de blé. Et également voilà, des fossiles d'outils qui permettaient de récupérer, de ramasser le blé adapté à la récolte du maïs et du blé. Et donc vous avez ici voilà, une proposition d'illustration de l'évolution des espèces cultivées de maïs. Donc on voit déjà que le maïs sauvage par rapport au maïs cultivé primitif, on a déjà une variation, un changement qui semble témoigner que l'espèce humaine était capable déjà de sélectionner des individus, des spécimens intéressants pour ces espèces cultivées. Donc maintenant on va voir les caractéristiques qui sont propres aux spécimens domestiqués. Ces caractéristiques, elles sont au nombre de 4. Premièrement, c'est l'augmentation des rendements. Ça veut dire que les espèces cultivées produisent davantage de matière organique que les espèces sauvages. Exemple ici, illustration avec la carotte sauvage. Donc on voit la carotte sauvage qui est relativement fine, qui n'est pas colorée d'ailleurs, hein, qui est unique, tandis que la carotte cultivée, elle est plus épaisse, plus longue, elle présente différentes couleurs, plutôt pour un aspect, d'ailleurs ça a été sélectionné uniquement pour les aspects esthétiques, hein, la présence des carotènes en grande quantité qui ont donné la variété cultivée notamment très orange, tandis que la variété sauvage, elle, était plutôt d'une couleur beige, voire blanche. Donc les variétés cultivées sont plus épaisses, plus grandes, plus sucrées également que les variétés sauvages. Donc ça vient corroborer donc cette idée de rendement supérieur. On a des espèces cultivées qui sont capables de produire davantage de matière organique que les espèces sauvages. Ensuite, une deuxième caractéristique, c'est une forme qui va faciliter la récolte. Donc ici, on prend l'exemple du maïs cultivé. Ici, vous avez à droite la variété cultivée du maïs, et à gauche, vous avez la théocinthe, qui est en fait le maïs historique, le maïs sauvage. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate premièrement que le maïs cultivé, il n'est pas ramifié. Il y a un seul rameau. D'accord, ça facilite grandement la récolte puisque vous allez avoir accès facilement en fait aux épis. Les épis qui portent les grains de maïs qui sont récoltés, d'accord, c'est ce qu'on mange dans le maïs, en fait c'est la graine. Comparativement au maïs sauvage où vous avez beaucoup de rameaux avec des feuilles abondantes, ce qui ne facilite pas l'accès manuel ou mécanique aux épis. Ensuite, si on compare les épis, tout simplement, on a des épis qui sont beaucoup plus gros chez le maïs cultivé, avec des grains qui sont bien plus gros que les grains de la théocinthe. Et également, chez le maïs cultivé, ce qui facilite beaucoup la récolte, c'est que ces grains de maïs ne tombent pas de l'épi, alors que pour le maïs sauvage, la dissémination de la graine, elle se fait par gravité, hein, naturellement. Vous allez avoir les grains de maïs qui peuvent tomber au pied du plan mère. Donc en fait, vous avez donc une espèce cultivée qui présente des caractéristiques facilitant la récolte, le rameau unique, les graines qui sont accessibles, qui ne tombent pas de l'épi par an, et également qui ne présentent pas, là on le voit, elles sont plus grosses, donc ça c'est lié à l'augmentation du rendement, mais elles ne présentent pas en fait un tégument, le tégument des grains nus de la théocinthe qui est dur, difficile de sortir la graine de ce tégument. En fait les grains de maïs, eux, ne sont pas recouverts par ce tégument, et donc on peut directement ensuite les consommer, c'est beaucoup plus facile. Troisième critère des plantes domestiquées, c'est la contre-sélection de certains mécanismes de défense. Donc là, on prend un exemple de contre-sélection de mécanismes de défense physique chez le figuier de Barbarie. Donc le figuier de Barbarie appartient à l'espèce des cactus.
On en a parlé de ce figuier de Barbarie quand on a voulu illustrer les mécanismes de la reproduction asexuée avec des organes non spécialisés. Donc on a vu que par bouturage, ce figuier de Barbarie peut se reproduire. Et normalement, à l'état sauvage, le figuier de Barbarie présente de grosses épines sur ses raquettes. Ça lui permet de se protéger des herbivores qui vont pas mal rechigner à venir croquer dans les raquettes couvertes d'épines. Mais la domestication, donc en effet le figuier de Barbarie, il est cultivé pour son fruit, pour la chair de son fruit, que vous pouvez voir là, le fruit qu'on appelle la cladode, et qui pousse à l'extrémité des raquettes. Et donc on voit que chez la variété domestiquée, on n'a pas de grosses épines sur les raquettes. Voilà. Donc là, on a une contre-sélection, on a des spécimens qui ont été sélectionnés pour l'absence de mécanismes de défense physique. Donc on peut dire que les spécimens sauvages avec les épines ont été contre-sélectionnés, de façon à pouvoir récolter plus facilement le fruit. Un autre exemple de contre-sélection de mécanismes de défense, c'est le cas des mécanismes chimiques. En effet, vous avez ici le piment sauvage, donc le piment sauvage avec son petit fruit, et qui est fortement concentré en une molécule qui s'appelle la capsaïcine. Et la capsaïcine, c'est ce qui fait que le piment pique. C'est ce qui donne au piment sa propriété gustative vraiment très forte, de goût qui arrache, quoi. Et donc le fruit sauvage est beaucoup plus petit, le piment sauvage c'est beaucoup plus petit et très concentré en capsaïcine, tandis qu'après domestication, donc sélection d'individus, de spécimens au caractère intéressant, en fait l'humain a sélectionné évidemment des piments plus gros et moins concentrés en capsaïcine pour le rendre bien sûr consommable. Donc vous avez certains piments qui ont un très faible goût fort. On utilise l'échelle de Scoville pour mesurer ça, et donc il y a des piments qui ont un très faible indice sur l'échelle de Scoville, qui sont pas vraiment très piquants et qui sont adaptés à l'agriculture. Enfin, dernière caractéristique, c'est une dépendance à l'humain pour la dispersion des graines, ou la dispersion du pollen et la dissémination des graines. En fait, le maïs, donc là on reprend l'exemple de la théocinthe et du maïs. Comme je vous l'ai dit, chez le maïs domestiqué, les grains de maïs restent collés à l'épi. Mais ça, en fait, du point de vue de la reproduction, c'est un problème. C'est un problème du point de vue de la reproduction, parce que ça veut dire que les graines ne vont pas se disséminer facilement en chutant de l'épi. Et c'est pour ça qu'en fait, le maïs domestiqué, il est très dépendant de l'humain. En fait, c'est l'humain qui sélectionne les graines des spécimens les plus intéressants et qui va les disséminer dans le champ à la main. Donc il faut cueillir les grains sur les épis à la main et les disséminer à la main. Il y a une très forte dépendance à l'humain pour la dissémination des graines pour le maïs. Donc l'ensemble de ces caractéristiques, on a vu ensemble fort rendement, forme qui facilite la récolte, contre-sélection des mécanismes de défense et dépendance à l'humain pour la dissémination des graines et la dispersion du pollen. En fait, ça forme ce qu'on appelle le syndrome de domestication des plantes. C'est vraiment à ça que l'on reconnaît des espèces cultivées par l'humain pour les avantages qu'elles présentent pour l'agriculture. Donc maintenant, nous allons voir dans une deuxième partie quelles sont les techniques, par quelles techniques on obtient ces nouvelles variétés et quelles sont les limites de ces techniques, donc les inconvénients que présentent notamment ces variétés domestiquées. Donc tout d'abord, l'obtention de ces variétés domestiquées, elle repose sur la connaissance par l'humain des mécanismes de reproduction sexuée et asexuée des angiospermes, ainsi que la connaissance du domaine de la génétique, c'est-à-dire la capacité à les connaissances que l'on a sur l'ADN et notre capacité à développer des techniques qui permettent de le modifier. Donc tout simplement, historiquement, quand on ne connaissait pas l'ADN, c'est le cas parce que la domestication elle est apparue bien avant la connaissance des génomes et de l'ADN au XXe siècle, la domestication elle reposait sur l'observation des phénotypes parentaux et la sélection de parents intéressants. Donc ce qui se passait, c'est que l'humain constate qu'il existe des parents à forte diversité génétique, donc des parents qui présentent des caractéristiques intéressantes mais qui sont très diversifiés. D'accord ? Par exemple pour les théocinthes, il y avait plusieurs plans de théocinthes et qui ne présentaient pas les mêmes caractéristiques.
Donc ce qui se passe, c'est que les humains vont sélectionner en fait des individus parents qui sont très intéressants et ils vont forcer l'autofécondation. Ils vont forcer l'autofécondation en prenant des graines de ces parents-là, en prenant pardon, du pollen de ces parents-là et en le faisant féconder la fleur de ce parent-là. Donc je rappelle qu'il existe des mécanismes d'incompatibilité génétique, mais qui ne sont pas toujours systématiques, notamment chez les céréales, l'autofécondation elle est possible. Ensuite, l'humain va sélectionner les descendants les plus intéressants, et ces descendants les plus intéressants va encore forcer l'autofécondation. Et en fait, par cette autofécondation forcée, par ces croisements contrôlés d'individus parents, on obtient finalement des descendants de lignée pure qui présentent des caractères fortement intéressants pour l'humain. Une fois que l'on a ces lignées pures, par exemple, si on choisit l'exemple de la théocinthe, on a par exemple une variété A de théocinthe qui va présenter des gros grains. Ça c'est intéressant pour la culture, des gros grains, parce que c'est les grains qui sont ensuite consommés. Et par exemple une variété B, pareil de théocinthe, et qui va présenter des rameaux uniques, donc moins de ramifications en éventail, mais bien un rameau unique. Et bien en fait on peut croiser ces deux lignées pures, on peut croiser deux parents de lignées pures pour obtenir une génération qu'on dit F1, hétérozygote, donc qui va présenter en fait les deux caractéristiques, donc à la fois des gros grains sur un rameau unique, et ensuite par autofécondation en fait on obtient des individus F1 de plus en plus nombreux, et l'objectif après c'est de cultiver cette variété croisée qui présente du coup plusieurs caractères intéressants pour l'humain, et de la cultiver en masse. Voilà. Donc par ces phénomènes de sélection d'individus, d'autofécondation forcée, de fécondation croisée contrôlée, l'humain peut produire des espèces domestiquées qui présentent des caractères intéressants pour elles. On a une autre technique qui est apparue, donc les autres techniques qui reposent sur la modification de l'ADN, elles ont pu apparaître uniquement au XXe siècle, dans les années 1960, lorsqu'on a connu l'ADN, lorsqu'on a compris comment était organisée l'information génétique chez les êtres vivants, et surtout qu'on a compris que tous les êtres vivants avaient de l'ADN. Ça c'est l'unicité de la molécule d'ADN, c'est ce qui a permis en fait de développer ces techniques transgénétiques, donc de modification de l'ADN pour obtenir des espèces domestiquées. Donc ici un exemple de cette transgénèse à travers les espèces de doryphores. Donc le doryphore c'est ce petit insecte, d'accord, que vous voyez ici, ce petit coléoptère qui pond ses œufs et dont les larves se développent notamment sur les plants de pommes de terre. La pomme de terre qui est une espèce cultivée. Donc là vous avez vraiment une vision du doryphore de la pomme de terre qui est juste une espèce un peu différente de celui que je vous montre à gauche, hein, mais on voit ici le doryphore sur la pomme de terre, et puis vous voyez en fait le doryphore. Quel est l'inconvénient? C'est qu'en fait il vient grignoter, il vient manger les feuilles de pommes de terre, et qui dit consommation des feuilles de pommes de terre veut dire diminution de la photosynthèse, et donc diminution de la production de matière organique, et donc diminution de la taille des tubercules de pommes de terre qui sont la partie cultivée de la plante. Donc là on a un parasite, en fait, un insecte parasite qui vient attaquer nos champs de pommes de terre, et la transgénèse et les espèces transgéniques de pommes de terre, vous allez voir qu'elles ont permis en fait de résister à ce doryphore. Donc d'abord, principe de la transgénèse, notamment de la technique qui a été utilisée pour rendre résistantes les pommes de terre au doryphore, c'est par le vecteur. Un vecteur, donc c'est une espèce qui va permettre de véhiculer de l'ADN d'une espèce A à une espèce B. Donc vous avez une espèce A à une espèce B, et un vecteur qui permet de transporter de l'ADN de l'espèce A à l'espèce B. Ce vecteur ici, c'est Agrobacterium. Agrobacterium, c'est cette petite bactérie qui est représentée là à gauche, et qui contient donc son ADN circulaire, comme toutes les bactéries, mais également de l'ADN sous forme de plasmides. Les plasmides sont de petits ADN accessoires, de petits ADN circulaires, et ces plasmides, ils peuvent présenter des gènes, notamment chez les bactéries, des gènes de résistance bactériens, donc des résistances à des antibiotiques. Mais l'humain, ce qu'il a fait avec la transgénèse, c'est qu'il a détourné cette capacité des bactéries à avoir des plasmides avec des gènes de résistance et à être capable de les transmettre à d'autres noyaux. Il a détourné cette propriété d'Agrobacterium au lieu de laisser le plasmide avec les gènes de résistance aux antibiotiques, l'humain peut
éditer, peut insérer dans le plasmide un gène d'intérêt, et ensuite utiliser la bactérie qui contient le plasmide avec le gène d'intérêt pour venir l'insérer dans les cellules végétales de l'espèce cultivée, afin que la bactérie puisse intégrer le gène d'intérêt dans le génome de la cellule végétale. Donc là, vous avez ici une illustration. Donc on prend une réalisation du transgène, donc on prend un gène d'intérêt. Par exemple, pour la pomme de terre, on va le voir, c'est un gène d'une toxine, c'est un gène qui permet de produire une protéine toxine qui va éliminer le dorifort. Lorsqu'il va consommer la feuille, si la feuille contient cette toxine, ça va éliminer le dorifort. Donc on prend cette toxine, elle n'est pas produite naturellement par la pomme de terre, en fait elle est produite par une autre espèce, une espèce de bactérie. On va prélever chez cette espèce de bactérie son gène de la toxine. Ce gène de la toxine, on va l'intégrer à Agrobacterium, au vecteur. On intègre le gène de la toxine au vecteur dans un de ses plasmides. Le gène il est représenté en rose ici, dans le plasmide. Et ensuite cet Agrobacterium, on va le faire contaminer, donc inoculer, on dit, comme c'est une contamination contrôlée, on dit qu'on inocule Agrobacterium dans un plant végétal cultivé. Donc on l'inocule, on fait pénétrer Agrobacterium dans les cellules de cette plante cultivée, et on attend que Agrobacterium intègre le gène d'intérêt, donc ici le gène de la toxine, dans les cellules végétales. Une fois qu'on a obtenu ce plant qu'on peut qualifier de transgénique, qui contient maintenant le gène d'intérêt, le gène qui permet de produire la toxine, il faut qu'on le fasse se multiplier. Parce que si on devait intégrer Agrobacterium dans les milliers de plants de patates, ça serait beaucoup trop long, c'est pas du tout rentable. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on l'intègre dans un plant par an, et on va utiliser les propriétés de reproduction asexuée de la plante pour produire des clones identiques génétiquement aux parents. Donc on récupère des cales, donc comme on a vu dans le chapitre sur la multiplication végétative, on prélève des fragments de plantes patates transgéniques et on les fait se multiplier par reproduction végétative, on les fait en fait se multiplier in vitro. On cultive ces cales transgéniques. On s'assure bien sûr de sélectionner uniquement les cales qui ont bien intégré le gène d'intérêt, et ensuite on les met en terre et on régénère des plantes transgéniques à partir de ces cales. Et ça permet d'obtenir en fait une grande quantité de clones transgéniques qui présentent le caractère du gène d'intérêt. Donc comme je vous ai dit, l'exemple que vous pouvez retenir, c'est celui de la pomme de terre et de la résistance au dorifort. Donc la toxine Cri3A, c'est une protéine, c'est une toxine protéique qui est produite par cette bactérie Bacillus thuringiensis. Donc la Bacillus thuringiensis, elle produit cette toxine qui permet, notamment, on a remarqué qu'elle permet de résister au dorifort. Comment on fait? On a utilisé, donc on a prélevé chez Bacillus thuringiensis le gène de la toxine Cri3A et on l'a intégré au vecteur Agrobacterium. On a intégré ce gène dans le plasmide de l'Agrobacterium. Et ensuite, ces Agrobacterium modifiés, on a effectué une transgénèse dans l'espèce de pomme de terre, d'accord? Donc, on a effectué une transgénèse et toutes les étapes que je vous ai indiquées qui ont permis d'obtenir un grand nombre de clones transgéniques. Et donc, on obtient une variété de pommes de terre qu'on qualifie d'OGM, pour organismes génétiquement modifiés. Cette variété de pommes de terre qui contient le gène de la toxine Cri3A, c'est la variété New Leaf, d'accord, qui est cultivée aujourd'hui. Et donc les feuilles que vous voyez ici, les feuilles de ces plantes de pommes de terre New Leaf, produisent la toxine Cri3A et donc sont résistants aux dorifores, puisque si des dorifores viennent tenter de consommer les feuilles de ces plantes de pommes de terre, en fait, ils vont mourir du fait de leur sensibilité à la toxine Cri3A. Une autre technique d'obtention de variétés par modification génétique, c'est l'édition génomique via CRISPR-Cas9. Donc ça, c'est plus récent, ça a été mis en place plus récemment. Je vais vous en parler très rapidement, mais en gros, c'est une technique de modification du génome des spécimens d'intérêt qui ne repose pas sur l'utilisation d'un vecteur. On utilise en fait directement une enzyme Cas9, c'est une enzyme qui vient à la base d'un virus,
et qui va combiner un ADN modifié qui va pouvoir venir reconnaître dans une cellule un gène que l'on souhaite modifier. Donc elle vient reconnaître cette enzyme Cas9, on l'inocule dans une cellule, et elle va venir en fait reconnaître un gène qu'elle va découper, un gène qu'on veut modifier, donc on veut le retirer de la cellule, donc elle va venir le découper, et ensuite on injecte également dans la cellule un gène d'intérêt, un gène fabriqué d'intérêt qu'on veut remplacer à la place du gène retiré. Et donc cette enzyme Cas9, elle peut découper le gène qu'on veut retirer, et elle va venir intégrer le gène d'intérêt qu'on injecte dans la cellule. Donc c'est un peu le même principe que la transgénèse, simplement en fait on n'utilise pas de vecteur et on a une seule enzyme qui permet de retirer un gène qui n'est pas intéressant pour le remplacer par un gène intéressant. Voilà, donc c'est la technique CRISPR-Cas9 que vous pouvez également connaître et qui est aussi appliquée actuellement en thérapie génique pour essayer de guérir précocement les maladies génétiques chez les embryons, etc. Maintenant, on va voir une dernière partie sur ce grand 2, qui sont bien sûr les limites de cette sélection artificielle et de ces OGM. Donc il y a des contraintes en fait à l'utilisation de ces OGM. La première, elle est évidente, c'est la diminution de la biodiversité génétique. Comme on obtient des OGM et qu'en plus on fabrique des clones de ces OGM pour les cultiver, afin que tous les spécimens cultivés présentent les caractères d'intérêt, ben en fait on a une problématique qui est liée à la diminution de la biodiversité génétique et qui rend les espèces vulnérables aux changements environnementaux et vulnérables à d'autres parasites. Puisque par exemple vos plants de patates résistants aux dorifores, si il y a un autre insecte qui arrive au niveau de votre champ et qui n'est pas le dorifore et que la toxine Cry3A n'est pas efficace contre cet insecte-là, ben vous allez avoir en fait un champ de clones complètement vulnérable à cette nouvelle espèce parasite. Ensuite, c'est l'innocuité sanitaire. Donc l'innocuité sanitaire, c'est toutes les questions qui se posent par rapport à la dangerosité de ces OGM potentiellement pour l'humain. Par exemple, pour le plant de pomme de terre, est-ce que la toxine Cry3A, ok, elle est néfaste pour les dorifores, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi néfaste pour nous qui consommons les pommes de terre? Donc en l'occurrence, bien sûr, non, hein, c'est étudié avant, et puis surtout cette toxine, elle ne s'accumule pas dans les tubercules de pommes de terre qui sont consommés, mais uniquement dans les feuilles. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent, l'innocuité sanitaire de ces OGM. Après, à savoir que là, c'est un cas où il y a vraiment un paradoxe entre le consensus scientifique et l'opinion publique. En fait, les Français, d'après cette étude de 2017, pensent à 84% que les OGM sont un danger pour notre santé, tandis que les chercheurs sont d'accord à 92% pour dire que la transgénèse, la modification génétique des plants cultivés ne représente pas un danger pour l'espèce humaine. En effet, bien sûr, les protocoles de conception et de culture des OGM sont archi durs et archi contrôlés, donc ça ne représente pas pour la majorité, il y a quand même un large consensus scientifique sur le fait que les OGM ne représentent pas un danger direct pour la santé humaine. Voilà. Mais évidemment, il faut toujours rester vigilant et il faut toujours être intraitable sur les protocoles de fabrication de ces OGM, être certain que les propriétés génétiques qu'on leur ajoute ne sont pas dangereuses pour les consommateurs, évidemment. Enfin, une troisième limite, c'est la course à l'armement. L'évolution faisant son œuvre, il y a une problématique entre la modification des organismes sélectionnés, des espèces domestiquées, et également l'évolution de leurs prédateurs ou de leurs consommateurs. C'est-à-dire que de la même façon que les espèces sont sélectionnées pour résister à certaines bactéries, résister à certaines maladies, résister à certains consommateurs, en parallèle, en fait, ces consommateurs, ces parasites, ces virus, ils évoluent. Et du coup, vous avez en fait une course à l'armement. Plus vous rendez les espèces résistantes à des parasites, à des virus, à des maladies, plus en fait ces parasites, ces maladies, ces virus, etc., eux vont être sélectionnés pour être résistants ou pour développer des stratégies de contournement à vos OGM. Donc il y a en fait cette course à l'armement, un peu comme celle par rapport aux antibiotiques, par rapport à la résistance aux antibiotiques. Vous avez en fait l'évolution qui fait son œuvre, et une fois que vous développez un OGM résistant, en fait rien ne garantit que s'il est résistant maintenant, il sera résistant dans 20 ans par rapport aux nouvelles espèces parasites qui sont présentes dans l'écosystème.
Et enfin, il y a la question évidemment de la pollution génétique, c'est-à-dire que si la question de la dangerosité des OGM pour l'humain, elle est un peu à modérer quand même, par contre, il y a un vrai risque, ces espèces OGM, lorsqu'elles colonisent efficacement les écosystèmes. C'est-à-dire que vous pouvez planter votre champ d'OGM en espérant qu'il ne va pas modifier ou altérer la forêt qui est à côté, mais en réalité, les espèces OGM, elles sont souvent sélectionnées pour être particulièrement productives, particulièrement gourmandes pour les sols, pour l'eau, pour les nutriments, et aussi particulièrement efficaces dans leur reproduction. Et donc ça vient perturber les écosystèmes naturels aux alentours parce que ce sont des espèces extrêmement compétitives pour les ressources. Et donc là, on a l'exemple de l'amarante de Palmer, qui est une espèce en fait OGM, qui a été sélectionnée pour certaines propriétés, mais qui s'est avérée tellement productive qu'en fait maintenant elle est qualifiée d'invasive. En fait, elle envahit très largement les écosystèmes. Et d'ailleurs, l'amarante de Palmer, il y en a près du lycée, le long de la bordure du jardin pédagogique. Donc c'est une espèce qui est très très invasive et qui aujourd'hui colonise très efficacement de nombreux milieux. Enfin, une dernière partie sur la relation mutualiste entre humains et plantes domestiquées. Donc en fait, on l'a vu tout au long de ce chapitre, il y a une très forte dépendance entre l'humain et les plantes domestiquées. L'humain, via les processus de sélection artificielle, de protection contre les ravageurs, d'apport d'eau et d'engrais et de dispersion des graines, l'humain il favorise la survie et la reproduction de la plante domestiquée, qui elle présente des caractéristiques de fruits et de graines qui sont généralement gros, qui ont moins de défense, on a vu, contre-sélection des mécanismes de défense, et un rendement élevé. Donc la plante domestiquée, elle est dépendante de l'humain pour sa survie et sa reproduction, tandis que, à contrario, elle assure les besoins alimentaires grandissants, croissants de l'humain, pas seulement alimentaires, on a aussi des plantes qui sont cultivées pour d'autres propriétés, mais la question qu'on a posée dans ce chapitre était essentiellement la question liée à l'agriculture et à la production de matières organiques consommables. Donc on voit qu'il y a en fait une relation mutualiste entre l'humain et la plante domestiquée, donc une interdépendance entre ces deux groupes d'espèces. Je vous remercie pour votre écoute, c'est la fin de cette vidéo, et puis on se retrouve pour les visios. Merci beaucoup.